Bienvenue au Rendez-vous de Sylvie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un anesthésiste réanimateur. Il vient de Toulouse, donc il a traversé l'océan pour nous ici au Québec. Il a fait des conférences, il a écrit plusieurs livres à l'étranger, en France. En fait, c'est un homme qui voyage et qui aime voyager. Bonjour, Monsieur Jean-Jacques Charbonnier. Bonjour. Bien, merci d'être venu ici au Québec et merci de me recevoir. Puis d'avoir accepté mon invitation, effectivement. Monsieur Charbonnier, vous avez écrit plusieurs livres, mais celui-ci, c'est sur la conscience intuitive extraneuronale, qui est un concept révolutionnaire sur l'après-vie, qui est enfin reconnu par la médecine. Là, j'aimerais vraiment que vous m'expliquiez, parce que là, ça va faire, ça fait toute une transformation, là, ça, là, au niveau de la révolution. Là. Oui. Ben, c'est plusieurs années que j'étudie ces témoignages de ces personnes qui ont connu des arrêts cardiaques et qui ont vécu des choses qui ne sont pas explicables par la théorie de la conscience telle qu'on la conçoit en médecine, à savoir le cerveau fabrique la conscience. Mm-hmm. Et là, lorsqu'on a ces personnes qui, en état d'arrêt cardiaque, ont pu décrire ce qui se passait, les manœuvres de réanimation, ce qui se passait dans des pièces adjacentes à des kilomètres de là, qu'on vérifie que tout ce qu'ils avaient perçu, c'était bien la réalité, on se dit que c'est tout simplement impossible si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique la conscience. Parce qu'on sait aujourd'hui, de façon certaine, c'est des travaux qui ont été publiés en mars 2001, que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat. Donc avec un électroencéphalogramme plat, impossible de voir quoi que ce soit, impossible de percevoir quoi que ce soit, d'entendre quoi que ce soit et d'intégrer quoi que ce soit au niveau de sa conscience. Donc là, 15 secondes, c'est très court. Lorsqu'on est dans des conditions optimales de surveillance de l'activité cardiaque, c'est-à-dire dans nos unités de soins intensifs ou de réanimation, il y a une période incompressible qui dépasse largement les 15 secondes. Le temps que l'infirmière entende l'alarme, qu'elle aille au chevet du patient, qu'elle prodigue les premiers soins, massage cardiaque, les 15 secondes sont déjà passées. Donc on peut dire aujourd'hui que toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Elles sont revenues de la mort. Jusqu'à présent, c'était impossible. Il y a même des médecins qui disent encore « mais personne n'est revenu de la mort ». Ben si, grâce au progrès de la réanimation, on revient de la mort. Et avec le concept de la conscience tel qu'on le conçoit en médecine, c'est tout simplement impossible d'avoir ces témoignages. Donc, il fallait que l'on change de paradigme. Et moi, ce que je propose, c'est cette conscience intuitive extraneuronale. C'est une conscience qui est totalement indépendante du cerveau et qui fonctionnerait et qui s'allumerait lorsque notre cerveau ralentit d'activité. C'est-à-dire en période d'hypnose, par exemple, ou en période d'anesthésie générale. Il y a des gens qui ont eu aussi conscience de ce qui se passait au niveau du champ opératoire pendant qu'on les opérait, alors que leur cerveau était au ralenti, ou, a fortiori, pendant les arrêts cardiaques où le cerveau ne fonctionne plus du tout pour le coup, l'électroencéphalogramme est plat. Alors je dis que cette conception est admise par la médecine, puisqu'il se trouve que j'ai dirigé une thèse de doctorat en médecine, j'en ai dirigé plusieurs sur ce sujet, mais dans la dernière thèse, l'étudiant avait collecté 118 cas d'arrêt cardiaque, il les a étudiés pendant 3 ans, des personnes qui sont revenues de ces arrêts cardiaques. 18 de ces personnes avaient vécu l'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la discussion, on a pu proposer cette modélisation, qui est assez révolutionnaire, de la conscience indépendante du cerveau. Donc il y aurait une conscience analytique cérébrale, celle qui est reliée à nos 5 sens et qui nous donne la perception d'être nous-mêmes en nous repérant dans le temps et dans l'espace avec nos perceptions sensorielles. Donc, si on explique aux gens, les 5 sens sont la vue, le toucher, l'odorat, l'audition et le goûter. Oui, c'est ça. OK. Et ça, cette conscience-là, analytique, juste pour comprendre un peu, est-ce qu'elle est dans le cerveau ou elle est aussi ailleurs? Non, elle est dans le cerveau uniquement. Elle est dans le cerveau, elle, uniquement. Et elle trie les informations. D'accord. Et elle exclut les informations qui ne sont pas conformes aux apprentissages. OK. Et c'est pour cela que nous avons, par exemple, 18% des personnes adultes qui racontent ces expériences, alors qu'on en a 65% chez les enfants. Tout simplement parce que les enfants ont une conscience analytique beaucoup moins développée. Donc les enfants, ils vont moins trier les informations et ils vont être plutôt dans la conscience intuitive extraneuronale. Ils vont être connectés plus rapidement à cette conscience intuitive
extraneuronale. D'ailleurs, il y a des enfants qui ont des réminiscences de vie antérieure, il y a des enfants qui ont des perceptions médiumniques. Et tout ça s'efface vers l'âge de 5, 6, 7 ans, tout simplement parce que la conscience analytique cérébrale prend le dessus. Le meilleur exemple que tout le monde connaît, c'est toutes les nuits on dort et on rêve plusieurs fois par nuit, et toutes les nuits. Et pourtant, à son réveil, si on ne note pas immédiatement ce qu'on a reçu comme information, les rêves prémonitoires, etc., la conscience analytique fait le ménage et elle va trier les informations qui ne sont pas correctes et elle va les faire oublier. Mais parlons-en justement de ces informations-là oniriques qu'on a, soit que des fois on a des rêves inspirants, on a des rêves prémonitoires comme vous le dites si bien, on a des rêves aussi, des souvenirs. Est-ce qu'on peut dire aussi, parce que là on parle de rêves, d'informations oniriques, mais aussi il y a des souvenirs qui se, on va dire, qui se... en français, c'est peut-être pas le bon mot, là, qui se stockent, stockés en fait dans le cerveau et que les psychanalystes vont se servir parfois pour obtenir de l'information, décrypter de l'information au niveau justement de l'inconscient. C'est vrai. Alors, j'essaie de comprendre à ce moment-là qu'est-ce qui arrive dans tout ça. Il y a une partie qui serait dans le cerveau, comme les souvenirs, la mémoire, ça serait tous dans le cerveau. Et l'autre partie de conscience intuitive extraneuronale serait justement donc hors de notre corps. La conscience intuitive extraneuronale, telle que je la conçois, c'est comme une espèce d'iCloud, si vous voulez, d'informations. Et notre cerveau serait en fait un filtre réducteur d'informations. Notre cerveau stocke l'information, elle la restitue, elle la filtre. Et donc il y a des informations qui sont exclues, d'autres qui ne sont pas exclues. La meilleure démonstration de ça, c'est l'illusion d'optique. Lorsque vous avez au mur une image qui n'est pas cohérente, votre conscience analytique va éliminer des lignes, va en rajouter d'autres pour rendre l'image cohérente. Et c'est ce qui se passe avec ces expériences de mort provisoire. Elles sont tellement incohérentes en fonction de nos apprentissages qu'on va les exclure. Il n'y a que 18% chez les adultes, 65% chez les enfants, tout simplement parce que l'exclusion est moins forte chez les enfants. Et vous dites que vous faites des ateliers d'hypnose. Et à ce moment-là, vous aidez les gens à vivre ces expériences-là, justement. Comme si la personne, vous êtes anesthésiste réanimateur, donc comme il vous arrive parfois d'avoir des histoires de patients, ils vous racontent ce qu'ils ont vécu dans l'au-delà. Donc, c'est la même chose avec l'hypnose. Ils ont accès à ça. C'est cette hypothèse que j'ai voulu mettre en pratique. Je me suis dit, si cette hypothèse est exacte, si lorsqu'on a ralenti l'activité électrique du cerveau, on a accès à cette conscience intuitive extraneuronale, on devrait pouvoir avoir des perceptions extrasensorielles, type la médiumnité, le remote viewing, la télépathie, la connexion avec des informations supérieures, entre guillemets, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Erwin Laszlo parle de champs akashiques, Robert Sheldrake parle de champs morphogénétiques, et ce qui expliquerait qu'il y ait des gens qui découvrent en même temps, de façon simultanée, sur cette planète, des grandes choses. Il y a aussi des artistes qui ont découvert et qui ont créé des œuvres littéraires ou des œuvres musicales en même temps, sans qu'il y ait plagiat ou quoi que ce soit, tout simplement parce que l'inspiration tient de cette conscience intuitive extraneuronale, on capte les informations. Donc j'ai eu cette idée, je me suis dit, si ce concept est bon, grâce à l'hypnose, parce que là on se parle, si on nous fait un électroencéphalogramme, on va être à 21 Hz, si vous voulez. Et si on ralentit cette activité par des méthodes que l'on emploie en bloc opératoire pour opérer des patients, par exemple, on coupe la conscience analytique cérébrale pour qu'ils ne puissent pas sentir la lame du bistouri et on les amène dans un voyage. Donc ils sont dans la conscience intuitive extraneuronale. Et je me suis dit, si ce voyage suggéré, c'est le voyage tel qu'il est conçu par les expérienceurs, celles et ceux qui ont connu les arrêts cardiaques, on va pouvoir voir ce qui se passe au niveau du recueil de leurs informations. Et force est de constater, puisque maintenant il y a plus de 1300 personnes qui ont été hypnotisées par ma technique, que j'appelle la transcommunication hypnotique. Donc j'ai fait une étude scientifique là-dessus, puisqu'à la fin, je leur fais remplir un questionnaire très directif. Ils doivent répondre oui, non, oui, non. Par exemple, avez-vous été en contact avec un défunt pendant votre séance d'hypnose? 67%
c'est déjà beaucoup. C'est énorme. Sur 1000 personnes, c'est-à-dire 67%, 669 personnes ont coché « Oui, je pense avoir été en communication avec un défunt pendant ma séance d'hypnose ». Et ça a une valeur évidemment thérapeutique face aux angoisses de la mort et face aux douleurs du deuil. Et j'ai donc déposé au Conseil de l'Ordre des médecins, le 19 septembre dernier, ce projet de recherche que j'appelle « Comparaison des vécus subjectifs des personnes réanimées au cours d'un arrêt cardiaque avec ceux de 1000 personnes placées sous hypnose ». Donc je parle de vécu subjectif, je suis très prudent. Donc c'est vrai que ce sont des personnes qui reçoivent des informations. Alors certains vont dire oui, c'est du subjectif, c'est comme vous le disiez pour les rêves, c'est stocké dans leur cerveau. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des témoignages qui me font dire que non, que c'est impossible. Par exemple, une femme, lors de son hypnose, rentre en contact avec sa nièce décédée. Et sa nièce décédée lui annonce qu'au moment de son accident de voiture mortel, elle était enceinte de 5 mois. Elle ignorait totalement l'information au moment de l'hypnose. Ah, ouais. Elle vérifie ensuite l'information auprès de sa sœur qui, elle, est bien vivante. Et sa sœur éclate en sanglots en lui disant « C'était un secret, il n'y avait que moi qui savais ça. » Elle était effectivement enceinte de 5 mois au moment de son accident mortel. Ah mon Dieu, quelle belle... Donc ça ne peut pas être stocké dans le cerveau, par exemple. Et il y a d'autres exemples comme ça, sur les 1000 participants à ces ateliers. J'ai beaucoup de témoignages comme ça, avec des gens qui ne pouvaient pas connaître l'information au moment de l'hypnose. Donc je me dis que ce concept de conscience intuitive extraneuronale trouve là une application. Ce n'est plus de la recherche fondamentale, c'est de la recherche appliquée. Ça a une action thérapeutique sur le deuil, parce qu'évidemment, quand on reçoit ça, pas plus tard que hier, je faisais des ateliers encore au Québec, et une dame vient me voir et me dit « vous ne pouvez pas savoir à quel point cet atelier m'a fait du bien, puisque mon fils qui s'est suicidé est venu me demander pardon pendant l'hypnose. » Et ça lui avait fait un bien fou, évidemment, on devine. Donc, il y a des gens, durant cette expérience-là, qui vont rencontrer, effectivement, comme cette dame-là a dû rencontrer son fils pour avoir ce message-là. C'est pas juste un message, quelque chose qu'elle entend. Elle le voit. Il y a des gens qui voient ces gens-là de l'autre côté. Ah oui, tout à fait. Ils les voient, ils les perçoivent. Quelquefois, ils sentent même comme si on leur caressait les mains, comme s'il y avait une étreinte physique. C'est du domaine du ressenti sensoriel, parce que, alors, ils entendent avec autre chose que leurs oreilles, hein, ils voient avec autre chose que leurs yeux, puisqu'ils ont les yeux avec un bandeau sur les yeux, ils ont un casque audio avec une musique spéciale hypnotique, avec un effet relief. Donc, ils passent de l'oreille droite à l'oreille gauche, pour bien entourer. Et tout ça, ce sont des vécus subjectifs, mais qui sont très forts du domaine de la sensorialité. Ils voient des silhouettes, ils ont des perceptions quelquefois olfactives, ils reconnaissent l'eau de toilette d'un défunt, l'odeur du tabac qu'il fumait. Enfin, on voit bien que c'est... Ou alors ils entendent carrément la voix du défunt, ils l'entendent comme si c'était avec leurs oreilles. Donc c'est très impressionnant. Ça me fait penser à certains médiums. Et vous, en tant que médecin, est-ce qu'on s'entend que parfois c'est fermé à ce niveau-là, mais pas vous? On voit que vous êtes très ouvert à ça naturellement et vous faites des études, ça fait quand même plus de 20 ans. Donc, votre opinion par rapport à ça, avec la médiumnité en salle, est-ce que, bon, comme il y a des comateux occasionnellement, est-ce que vous pensez qu'on va arriver à faire quelque chose avec ces gens-là qui sont dans le coma et qui, parfois, on nous dit que ces gens-là vivent des choses et nous racontent ça par après. Il y en a d'autres qui ne se souviennent pas du tout. Donc, est-ce qu'on pourrait en venir un jour à avoir plus d'informations par rapport à ça, soit avec l'aide d'un médium ou... Oui, c'est aussi mon idée, j'en parle dans ce livre. Et je me suis dit que si effectivement on avait accès à cette conscience intuitive extraneuronale avec des gens qui sont particulièrement doués pour recevoir ces informations, telles que le sont les médiums, on devrait pouvoir recevoir des informations de personnes qui sont sous anesthésie générale. Bon, sous anesthésie générale, c'est pas très intéressant d'un point de vue recherches appliquées, parce que bon, c'est simplement en recherche fondamentale pour voir si cette théorie est bonne. Il se trouve que j'ai introduit des médiums en bloc opératoire qui disaient ce qu'ils ressentaient au niveau de leur perception extrasensorielle au moment où la personne était sous anesthésie générale. Et les ressentis peuvent être validés, c'est ça l'intérêt, par la personne au réveil.
Imaginons, comme je le raconte dans ce livre, cette médium qui est dans un bloc opératoire et qui dit d'un seul coup je perçois une information, cette femme ne voulait pas se faire opérer parce qu'elle a un fils handicapé, elle a peur. Et là, le chirurgien valide l'information, que je ne connaissais même pas. Et il lui dit, oui, madame, vous avez raison, on a à 3 reprises changé la date parce qu'elle ne voulait pas se faire opérer parce que son fils est effectivement handicapé. Donc elle a bien capté cette information quelque part et qui a été validée ensuite par la personne qui se réveille. Pour les comateux, c'est encore plus intéressant, je dirais, parce qu'on ne sait pas, nous, ce que pense un comateux. Il a envie de quoi? Il a envie que l'on fasse quoi de sa vie? Est-ce qu'il a envie de prolonger une vie qui est devenue désespérée, par exemple? Est-ce qu'il a envie de dire des choses particulières à ses proches? Quel message a-t-il envie de donner? Et là, j'ai fait donc des tests avec des médiums en réanimation en soins intensifs, chez des comateux profonds, et là, on a aussi des réponses. Donc imaginons qu'on ait, par exemple, 3 médiums qui croisent leurs résultats au chevet d'un patient dans le coma. Ça pourrait nous être d'une aide considérable pour nous, médecins, pour l'équipe de réanimation, pour savoir ce que pense un comateux de son état, une façon de communiquer avec lui. Vous savez, on a fait venir en France, je ne sais pas si ça se passe au Canada, mais en France, on a fait venir des barreurs de feu progressivement dans les unités de centres de grands brûlés, et on a pu constater l'effet bénéfique à la fois sur la douleur et sur l'histologie, sur la cicatrisation, sur le progrès qu'avaient ces barreurs de feu sur des plaies de grands brûlés. Donc, quand on démontre les choses, il ne faut pas être absolument têtu, et l'efficacité des choses, on peut travailler ensemble avec toutes ces médecines alternatives, toutes ces médecines parallèles, les faire rentrer à l'hôpital. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, c'est un progrès. Il ne faut pas être complètement borné. Ce n'est pas une substitution, il faut travailler en concertation et en complémentarité. C'est comme ça que je vois les choses. Et les médiums, c'est exactement la même chose. Moi, je voudrais montrer que des médiums peuvent nous apporter un plus dans nos soins en milieu hospitalier. Je crois que c'est tout à fait possible. À ce moment-là, peut-être que ça prendrait plus qu'un médium pour avoir la certitude de l'information qu'une médium nous donne. Ben oui, il faudrait qu'il y en ait 3, qu'on puisse comparer les résultats. Et puis si les 3 nous disent la même chose, peut-être on devra en tenir compte. Voilà comment je vois. Vois un petit peu les... Alors il faut dire aussi que des médiums, bon, il y a de tout. Il y a des charlatans au milieu. Il va falloir trier. Mes collègues que j'ai rencontrés brésiliens, qui sont à l'hôpital au Brésil, ils travaillent par exemple avec des médiums pour orienter les soins sur... focaliser les investigations sur certains organes, par exemple. Un médium va dire il faudrait peut-être, là je sens au niveau du foie, on fait des investigations et on trouve un problème au niveau du foie. Donc voilà, il travaille aussi pour distinguer les schizophrènes des vrais médiums, parce qu'un médium, il peut être quelqu'un qui parle sincèrement de ses ressentis, s'il dit je vois passer une personne, une entité, elle se présente comme ça. Vous dites ça en France, ou ici, j'imagine, il va être pris pour un fou, un schizophrène. On va le traiter. Donc là, au Brésil, ils travaillent avec des médiums qui disent oui, ça c'est de la médiumnité, ou ça c'est un schizophrène, il faut le traiter. Voilà. Il faut prendre en compte tout ça. Ils sont capables justement de voir la différence. Est-ce que c'est-tu, je ne sais pas, j'essaie de penser parce que ça m'amène à penser à quelque chose d'autre aussi, parce que en psychiatrie, on va parler des fois de dissociation ou d'une personne qui, exemple, j'ai déjà lu ça quelque part, je ne sais pas si c'est dans un de vos livres, mais que lorsque le lobe temporal droit est stimulé, que la personne peut se sentir soulevée au-dessus de son corps, se retrouver soit au plafond et de voir son corps. Alors, là, je ne sais pas avec les hallucinations comment ça se passe dans le cerveau, mais ils seraient capables de voir vraiment que ce n'est pas une hallucination et que c'est vraiment quelque chose de réel. Et oui, il faut distinguer les deux choses. Parce que vous avez raison, c'est notamment le professeur Olaf Blank qui a montré qu'en stimulant une zone ici qui est située entre le lobe pariétal droit et qu'on appelle le gyrus angulaire et le lobe temporal droit, on pouvait provoquer ce qu'on appelle la vision otoscopique externe, c'est-à-dire avoir l'impression d'être décalé par rapport à son corps. Mais c'est pas du tout ce qui est vécu lors de l'expérience de mort provisoire, parce que
il a voulu faire l'amalgame en disant oui, j'ai trouvé, en stimulant cette zone, on a une impression de décaler. Mais ce n'est pas du tout ça. On peut stimuler ce qu'on veut, on n'arrivera jamais à avoir la perception de ce qui se passe dans une autre pièce, sans se tromper. Sous une table d'opération, relever l'identité d'une plaque, ce qui se passe à distance de son corps, à des kilomètres de là. Là, vous pouvez stimuler tout ce que vous voulez au niveau du cerveau, vous n'aurez pas ça. Il ne faut pas confondre la vision otoscopique externe reproductible par la stimulation de ce gyrus angulaire avec la véritable sortie de corps qui, elle, existe aussi. Donc, le cas de Nicolas Fraisse, justement, c'est ça. Il était capable de voir des choses à des kilomètres et des kilomètres de où il était. Exactement. Alors, c'est ça, dans le fond, qu'il vit. Oui. En tout cas, il est capable de sentir ces choses-là. Il retrouve tellement d'informations à l'extérieur. Le remote viewing. Et j'ai des cas de remote viewing dans mes ateliers de TCH aussi. Par exemple, une femme sort, donc au moment de l'hypnose, elle sort de son corps et elle voyage, elle va au-dessus de l'habitation où était son ami qui était malade. Il était très malade, il était alité. Et puis elle dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas sa voiture. Comment ça se fait? Et puis elle fait l'expérience, et puis elle revient, et elle m'écrit tout ça. Alors je lui dis quand même, allez vérifier si la voiture était... Donc elle vérifie auprès de son ami, et il se trouve que son ami venait de guérir, et pour fêter ça, il était parti au restaurant avec sa voiture. Donc la voiture n'était pas... Au moment où elle l'a vue, il n'y avait pas la voiture. Donc ce qu'elle a vécu en TCH, c'est avéré réel. Ah, c'est merveilleux. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, je jaserai avec vous pendant des heures, tellement que c'est intéressant. Ah oui, moi aussi. On ne pourrait pas m'arrêter, vous savez. Ah, c'est tellement intéressant, tellement. Et moi, j'invite les gens à venir vous voir lorsque vous venez au Québec, ça c'est certain. C'est sûr que là, on est sur le web, donc il y a des personnes qui vont regarder les entrevues un peu partout dans différents pays. De toute façon, vous voyagez beaucoup à l'étranger. Et j'incite les gens vraiment à lire ce merveilleux livre, La conscience intuitive extra-neuronale. C'est un excellent livre. Vous allez en apprendre beaucoup avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Je vous invite également à lire les autres livres qu'il a écrits parce qu'il y en a quand même quelques autres, là, avouons-le. Ils sont tous intéressants, les uns et les autres. Alors, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Monsieur Charbonnier. Et merci beaucoup à vous. Et je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous de Sylvie.